Stress. Alors, c'est assez intéressant que je suis invité en tant que responsable de la Ligue des santé. Il faut savoir que le stress est un des chevals de bataille de la Ligue des santé. Enfin, ça l'était au début. Page de pub en passant pour la Ligue des santé qui existe depuis plus de 50 ans. Et un des thèmes prédominants de la Ligue des santé, donc bien sûr avec l'arrêt des addictions, dont le tabac principalement. Le deuxième thème, on peut dire, c'est surtout ce travail sur le stress. Déjà parce que beaucoup de personnes qui souffrent d'addiction souffrent bien évidemment de stress. Déjà dans la post-cure, dans le sevrage, mais également le fait de fumer génère un certain stress, et c'est pareil pour toutes les addictions. Donc le stress est vraiment quelque chose qu'on développe à la Ligue depuis, je pense au bas mot, depuis 30-40 ans. Alors c'est pas mal quand on sait quand même que on s'intéresse au stress, surtout en France, depuis relativement peu. Dans le milieu, par exemple, professionnel, vous avez un ministre français, comment il s'appelle? Un monsieur Bertrand, Xavier Bertrand, voilà, c'est ça, je me rappelle. Donc, j'avais noté son nom en 2008, avait fait une demande pour savoir effectivement si tout ce qu'on racontait dans les pays anglo-saxons sur le stress au travail, si c'était vraiment véridique, si ça vraiment c'était à prendre en compte. Et il s'est avéré effectivement, après enquête de l'INSEE, que le stress était une préoccupation majeure au sein de l'entreprise, mais bien évidemment pas seulement au sein de l'entreprise. Alors, j'oserais dire, c'est pas un scoop, en fait, le stress, c'est la chose peut-être la plus importante dans l'existence. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de vie sans stress. Le stress, tout est stressant. À moins de rester au fond de son lit, sous les couvertures et encore la fenêtre fermée, sans personne qui rentrerait là pendant des décennies, n'importe quel événement peut être un événement stressant. Et c'est notre réponse au stress, bien évidemment, qui va être importante dans notre manière de vivre cette existence avec le stress. Le stress existe aussi dans le monde animal. hein. On peut essayer de vous mettre à la place que vous vivez dans un troupeau de zèbres, par exemple. Vous mangez tranquillement dans une steppe de la savane et régulièrement vient une horde de lions qui vient perturber votre digestion, voire votre repas, et qui va dévorer quelques individus de votre groupe. Donc imaginez-vous à la place de ces zèbres. Donc bien évidemment, au moment où ils sentent les lions, cette horde de lions, parce que les lions attaquent souvent principalement à plusieurs, eh bien notre groupe de zèbres va se parcourir à une distance assez incroyable, à une grande vitesse, pour échapper à ces lions. Mais bien sûr, les lions vont toujours attraper au moins un, deux, trois individus. Il est rare qu'ils n'attrapent pas au moins un des membres du groupe. Donc, imaginez-vous à leur place, ça doit être tout ce qui est le plus stressant. Nous sommes bien d'accord. Alors, on va voir ce que ça développe au niveau de l'organisme, tout ce stress. La différence avec nous et les animaux, c'est que quand les lions ont attrapé une proie, qui commencent à manger, qui sont calmés, que les zèbres se retrouvent, les zèbres oublient leur stress. Ils se sont adaptés, ils ont été extrêmement stressés pendant, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, la fuite pour les lions, le temps qu'ils attrapent un des zèbres, peut-être une dizaine de minutes, une demi-heure, voire une heure peut-être. Là, je n'ai pas les chiffres en tête, il faudra demander aux zèbres. Mais en tout cas, c'est un temps de stress assez intensif, extrêmement puissant. Et bien évidemment, quand tout s'arrête, leur stress disparaît. Nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas cette capacité. Mettons-nous à la place des zèbres. La première chose qu'on ferait ensuite, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois qu'ils reviennent? Il faut qu'on invente quelque chose, il faut qu'on s'arme, il faut qu'on trouve. Voilà, on va essayer de trouver des solutions pour éviter cette situation. C'est le propre de l'être humain, et tant mieux, c'est ce qui nous différencie des animaux. Les zèbres n'ont aucun recours, sinon que d'attendre, je dirais bêtement, et je dis le mot pleinement, dans le mot bête, le retour des lions pour le prochain repas. Donc, vous imaginez bien que dans le monde animal, dans le monde végétal, et nous, en tant qu'êtres humains, nous subissons tous le stress, sauf que nous avons cette possibilité, ou pas, de trouver des solutions, de s'adapter et de faire en sorte que ce stress soit ce qu'on appelle, entre guillemets, géré. Et bien sûr, c'est là que commencent souvent nos difficultés. Je vais poser peut-être quelques questions rapides, un petit peu comment dire, provocatrice, entre guillemets. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez un permis de conduire. Levez le bras ceux qui roulent sans permis de conduire, qui n'ont jamais passé. Vous avez tous passé votre permis de conduire dans une auto-école, levez le bras, voilà. Voilà. Donc, ok.
Vous avez appris les mathématiques, le français, je suppose, à l'école, hein. Il y en a parmi vous qui ont peut-être un permis bateau, par exemple, hein, est-il, on suppose qu'ils ont passé un permis hélicoptère. Tout ce qu'on apprend dans l'existence, on l'a appris quelque part, sur les bancs de l'école, par nos parents, par nos aînés, par les camarades dans la cour de récréation. Et il n'y a qu'une chose qu'on n'apprend pas, et on essaiera de voir les raisons pour lesquelles on n'apprend pas. Qui a appris à l'école la gestion du stress? Personne. Et ça n'existe toujours pas, d'ailleurs. Et pourtant, et là aussi je vais être un petit peu provocateur, le stress, ça va être la cause, je ne sais pas combien on est dans ce groupe, mais une grande partie de ce groupe ne pourra pas continuer à travailler dans son emploi qu'il tient à cause du stress. Beaucoup d'entre nous vont se séparer ou divorcer dans les années qui viennent, statistiquement parlant, à cause du stress. Certaines familles vont être détruites à cause du stress, des amitiés. Certains ne pourront pas aller en vacances, certains vont tomber gravement malades et certains vont même décéder des suites du stress. Alors, je me veux un peu provocateur, bien évidemment, mais on s'aperçoit de plus en plus, hein, même si les pays anglo-saxons ont un petit train d'avance, que le stress, c'est notre problème majeur à tous, à moi, à vous qui m'écoutez. Ça peut paraître un petit peu fort, dire oui, il fait une conférence sur le stress, donc il va nous dire que c'est le plus important. Et non, parce qu'on va voir pourquoi. Hein, je vais vous passer un petit PowerPoint. On va voir pourquoi, d'après moi et de nombreuses personnes, de nombreux chercheurs, le stress devrait être, entre guillemets, sans que ça nous stresse, bien évidemment, notre préoccupation numéro un. Donc, je vais voir si ce partage d'écran va fonctionner. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez, mon PowerPoint? Oui, on voit, mais pas en plein écran, hein. Alors, je vais essayer de le passer en plein écran. Alors, et oui, j'aurais dû le mettre avant, peut-être. Désolé, je le passe en plein écran. Euh, Voilà. Hein. Ouais, c'est sur diapo. Voilà. Donc, alors c'est un PowerPoint effectivement qui a de l'âge, hein, parce que je vous dis, la Ligue des santé travaille là-dessus aussi bien en entreprise qu'avec des particuliers depuis des décennies. Et bien évidemment, je vous rassure tout de suite, ce plan de 5 jours a été remis à jour, ce plan de 5 jours, ce schéma sur le stress a été remis à jour régulièrement. Donc, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Alors, un besoin vital pour l'homme d'aujourd'hui, je vais essayer bien évidemment, alors peut-être pas de vous convaincre, mais d'essayer de voir qu'est-ce qui motive cette affirmation un petit peu brutale. Alors, de nombreuses disciplines se penchent sur le stress. Alors, c'est la médecine, bien évidemment, hein, pour les raisons qu'on connaît. On sait que beaucoup de cas de maladies sont aggravés par le stress. Beaucoup de maladies sont originaires, ont une origine dans le stress. Donc, bien sûr, la psychiatrie s'y intéresse. Hein, on devine pourquoi, bien évidemment, parce que beaucoup de personnes stressées sombrent dans des problèmes psychiatriques importants. Les neurosciences, pour les mêmes raisons que je vous ai évoquées. Alors, la psychologie, bien évidemment, les approches psychothérapeutiques, parce que bien sûr, quand on est extrêmement stressé, quand on est au bord du burn-out ou de la dépression nerveuse, à ce moment-là, les personnes vont voir un psychothérapeute, un psychologue ou autre. Et bien évidemment, donc, ces approches-là s'intéressent tout à fait à ce qu'on appelle le stress. La sociologie, peut-être les recherches les plus importantes au niveau du stress se font dans la psychosociologie. Parce que le stress peut aussi être, surtout chez l'être humain, un phénomène de groupe, voire un phénomène de masse. Et nous savons qu'il y a une partie de nos stress qui sont tout simplement générés par notre manière de vivre
ensemble. Nous sommes souvent dans des grandes agglomérations. Nous avons adopté certains modes de vie, certains extrêmement rapides, par exemple. Je pense aux déplacements, les ordinateurs, les tablettes. Donc, c'est vrai que la sociologie a toujours une approche extrêmement pointue et intéressante sur ce qu'on va appeler le stress. L'éthologie, c'est l'étude des comportements animaux. Je vous ai parlé des zèbres tout à l'heure, mais bien évidemment, ce qui intéresse surtout, ce sont les éleveurs. Savoir que les animaux en élevage subissent un stress beaucoup plus important que les animaux sauvages. Disons que ce n'est pas le même stress, pour être précis. Bien sûr, l'industrie agroalimentaire, l'élevage industriel, c'est ce que je viens de vous dire, s'intéresse beaucoup au stress chez les animaux. Savoir que le stress animal d'élevage peut avoir des conséquences financières assez dramatiques, également pour la santé du bétail et de nous en tant qu'êtres humains. Le monde du spectacle, pourquoi le monde du spectacle? Le fameux trac, bien évidemment. Pour les personnes qui font du spectacle, théâtre, musique, disons, qui montent sur une scène, le stress est extrêmement important. S'il n'y a pas du tout de stress, la prestation risque d'être assez banale. S'il y en a trop, elle peut mal se passer aussi. On va voir plus loin que le stress est quelque chose qui est indispensable dans une certaine courbe. Si on manque de stress, on ne peut pas vivre littéralement. Et si on en a trop, on risque le burn-out, de tomber malade. Donc la première chose dans la gestion du stress, c'est de savoir à quel moment commence ce qu'on appelle entre guillemets le bon stress et à quel moment il se termine. Si on mettrait ça d'une échelle de 0 à 100, on peut dire que le bon stress commencerait à 30 jusqu'à 70, par exemple. Moins de 30, il serait insuffisant. Plus de 70, il serait destructeur, pour donner une échelle de valeur, bien évidemment. Bien sûr, le sport de haut niveau, c'est exactement la même chose. Si vous êtes tennisman et vous montez sur un court de tennis et vous faites un grand tournoi, vous serez stressé. Ce stress est indispensable pour un sportif. Un sportif qui viendrait sur un Roland Garros, les mains dans les poches, en se disant tiens, qu'est-ce que je fais? Je vais faire le tournoi ce soir, ou peut-être la télé, je ne sais pas, qui montrerait là comme pour rien, il ne pourrait absolument pas jouer. Le stress est un élément vital, à condition bien sûr que ce stress le porte et que ce stress ne le détruise pas. Et maintenir un bon stress jusqu'à la fin de la partie, c'est encore plus difficile à mon avis que de jouer au tennis. Et les bons tennisman et les bons sportifs en général sont ceux, bien sûr, il faut savoir quand même jouer au tennis, je me comprends bien, ou courir, etc., ou jouer au football, mais ce sont ceux qui gèrent leur stress. Un sportif de haut niveau qui ne gérait pas son stress n'aurait aucune chance de réussir dans le métier, tout simplement. Ce qui est valable pour les sportifs de haut niveau est valable aussi pour un tas d'activités, de métiers. C'est souvent les gens qui réussissent, qui connaissent bien sûr de quoi ils parlent, mais qui arrivent à gérer convenablement leur stress, qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent. L'industrie aéronautique et spatiale, bien évidemment pour les mêmes raisons, si vous envoyez quelqu'un dans l'espace, en orbite par exemple autour de la Terre, ça peut être stressant. Moi, vous me dites demain, je vous envoie en orbite autour de la planète Mars, j'hésiterais parce que je pense que ça me stresserait rien que l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maîtriser son stress, c'est bien évidemment là aussi une gageure maximale pour les personnes qui s'aventurent dans l'espace d'une manière ou d'une autre. Et là, il y a tout un travail de préparation que même dans une situation difficile, dangereuse, il faut savoir bien évidemment gérer son stress. Pareil pour le monde de la police, etc., les militaires, il y a tout un travail sur le stress qui commence à se faire pour avoir une armée, ou Dieu sait quoi, d'efficace. L'épigénétique, depuis peu, on a découvert que le stress passait les barrières transgénérationnelles. Ça veut dire que c'est en Allemagne que ça a été découvert, je n'ai pas le nom des chercheurs. Après la dernière guerre, on a vu qu'il y avait des facteurs de stress très importants dans les générations après-guerre, donc des générations qui n'ont pas connu la guerre, mais nées de parents qui, bien sûr, eux, ont vécu la guerre. Donc c'est à partir de ça que l'épigénétique est née. Elle est extrêmement importante parce qu'il semblerait qu'on porterait des fragilités au niveau du stress qui seraient directement induites par nos parents, voire nos grands-parents. C'est tout à fait en recherche de savoir jusqu'où le stress transgénérationnel. Bon, il ne peut pas aller au-delà de 3 générations, sinon la charge de stress serait beaucoup trop importante, mais on peut parler de 3 générations où il serait possible que le stress puisse influer famille après famille. Alors, peut-être qu'on va prendre un petit exemple concret, simple, un homme par enfant. Alors, l'idée est un petit peu farfelue, mais bon, je gardais
le PowerPoint du docteur Fayard de l'époque, mais enfin bon, pourquoi pas. Donc voilà, un monsieur, vous êtes poursuivi par quelqu'un qui vous suit avec un marteau. Bien sûr, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de fuir. Maintenant, si vous avez vous aussi un marteau dans la main ou un couteau ou Dieu sait quoi, vous pouvez attaquer. Dans le stress, il y a deux issues, fuir ou faire face. Dans l'exemple des zèbres ou des antilopes ou des girafes que j'ai pris tout à l'heure, ils ne sont pas armés pour faire face à des lions. Quoique certains animaux, comme les buffles ou quoi, peuvent trouver des solutions de défense. Mais le bétail, en général, c'est la fuite en avant. L'être humain, bien évidemment, c'est la fuite en avant ou la contre-attaque. Alors ça, c'est quand on subit un stress venu de l'extérieur, bien évidemment. Il y a des situations, comme l'homme au bureau, hein, on va prendre le même monsieur, un client téléphone, a lu sa commande et ce monsieur risque la faillite. Là, c'est un problème parce que qu'est-ce qu'il fait? Il peut sortir du bureau en courant, il n'y a pas de solution, ce n'est pas une. Il peut se battre contre qui? Contre le client qui a annulé la commande, ça ne serait pas une solution non plus. Donc là, c'est un stress typiquement humain, on va dire, il est bloqué. Et c'est le stress un peu que nous subissons tous, d'une manière ou d'une autre. C'est que, hélas, nous ne sommes pas dans des situations dans une forêt ou dans des situations où on est attaqué. Ce sont des stress qui sont internes, qui peuvent venir de l'extérieur et qui ne sont pas évidents à résoudre, en tout cas ni par la fuite, ni par l'attaque. Donc, on est bloqué dans une situation et bien évidemment, ce qu'on appelle les réactions chimiques vont perturber fortement notre petit personnage qu'on voit ici. S'il ne trouve pas une solution rapide, il peut effectivement, l'adrénaline qui est donc développée par le stress, va petit à petit, on peut empoisonner son existence. S'il n'arrive pas à trouver de solution et s'il est au bord de la faillite, s'il fait faillite en 15 jours, bon, ça peut être assez vite, mais si sa faillite est une menace qui peut durer des semaines, voire des mois, voire des fois des années, hein, vous avez des petites entreprises qui ont eu peur de faillite pendant des années, là, toutes les réactions chimiques vont petit à petit tuer littéralement notre bonhomme. Alors, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous voyez le PowerPoint en entier. Je vais essayer de mettre ça sur le côté, j'oublie comment on fait. Bon. Donc, il y a ce qu'on appelle le stress endogène qui vient de l'extérieur, et il y a le stress endogène qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à gérer un stress simple, ce stress commence à nous tourner un petit peu dans la tête. Ça veut dire que ça peut devenir plus ou moins obsessionnel. Le problème, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas toujours. Là, le monsieur qu'on voit assis là tranquillement n'est tout simplement pas conscient qu'il est en train de subir ce qu'on appelle un stress chronique, un stress endogène, parce qu'il y a plusieurs situations stressantes qu'il n'a pas pu résoudre, pour raison X, hein, une faillite, un conflit dans sa famille, une dispute avec un voisin, on peut multiplier les choses. Et tous ces stress auxquels il n'a pas pu s'adapter, petit à petit, ça fait une espèce de balai dans la tête, comme ça, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et des fois, il suffit d'un tout petit élément déclencheur pour qu'on arrive à ce qu'on appelle une décompensation, hein, une névrose qui se décompense. Et la personne, là, peut carrément tomber soit en dépression ou avoir une maladie psychique relativement sérieuse, voire grave. Alors, je vous parlais du stress optimal. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Johanna, oui, peut-être. OK. Donc, je vous parlais de ce stress. Quand on n'a pas assez de stress, hein, disons là, entre 1 et 30, bon, c'est très approximatif ce que je vous dis, hein, pas assez de stress, on ne peut rien faire. On ne peut pas monter sur un cours de tennis, on ne peut pas travailler, on est littéralement relativement amorphe et on n'a pas suffisamment d'adrénaline pour fonctionner. Dans le stress optimal, là par contre, c'est la zone de performance. J'ai suffisamment d'adrénaline pour agir, hein, mettons que je sois un politicien, par exemple, qui a une réunion à la mairie, hein, un attaché de mairie, il a un stress optimal, donc il va circuler dans une zone, disons, entre 30 et 70, dans laquelle il va pouvoir utiliser l'adrénaline, il va pouvoir être performant, il va pouvoir être créatif, trouver des solutions. Mais imaginons qu'il y ait des situations qui fassent que le stress est trop puissant, là, il va arriver ici, dans cette zone-là, trop de stress, et là, il va être finalement relativement inopérant. Au début, ça va marcher. Le problème, c'est quand on est ici, on ne s'aperçoit pas de cette zone-là. C'est notre gros problème, c'est qu'on s'aperçoit difficilement au moment où on a trop de stress. Parce qu'on se dit, ça bon, je baigne dans un bain d'adrénaline, je me sens bien, je suis efficace, j'arrive à bouger les choses, on m'a écouté, donc tout va pour le mieux, tout va pour le mieux.
il n'y a pas d'indicateur, à moins de les apprendre, il n'y a pas d'indicateur qui nous dit attention, là, le stress devient un peu trop fort. Reviens dans la zone de performance. Et le problème, c'est que j'oserais presque dire d'expérience que la grande majorité d'entre nous, nous sommes souvent au-delà de notre zone de performance. Nous sommes dans ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français, nous on appelle ça une zone de déchéance. Je crois que le mot est un peu fort en français, hein, mais une zone, si vous voulez, où ça redescend, où la zone de performance n'est plus du tout constructive. Et je me répète, excusez-moi, mais la majeure partie d'entre nous, nous fonctionnons dans cette zone où il y a trop de stress. Alors, je vais essayer de passer le suivant. Alors ça, vous voyez, ça pourrait être une situation stressante, un PowerPoint qu'on n'arrive pas à déplacer. Juste, Marc, Oui. quelqu'un qui demande si on peut monter le volume, c'est-à-dire que est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Alors, je vais me rapprocher. Voilà, et je vais monter le volume. C'est mieux comme ça? Oui? Très bien. Ok, donc là, c'est la même chose qu'on a vu à l'instant, hein. C'est sur ce rendement optimal, vigilance, anxiété, la sous-stimulation et bien évidemment ce qu'on appelle la détresse de l'accablement quand il y a trop de stress. Alors, là peut-être, c'est tout ce qui est apporté comme ce qu'on appelle les hormones du stress au moment où je vis un stress ou au moment où notre antilope dans la savane vit son stress aussi. Hein, on a bien évidemment des éléments qui se mettent en marche et qui peuvent être extrêmement puissants. Hein. Donc le cortisol, l'adrénaline, bien évidemment. Hein. On a l'ocytocine, qui est extrêmement importante aussi. Hein. C'est surtout une hormone qu'on utilise beaucoup dans la relation. Et bien sûr, au moment d'un stress quelconque, elle est extrêmement puissante. Et la vasopressine également, bien évidemment, et elle joue un rôle important dans la gestion de l'anxiété. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un moment de stress. Quand votre stress il est optimal, il n'y a pas d'inquiétude. Et bien évidemment, quand il y a inquiétude, c'est qu'il y a un problème justement entre tous ces éléments qui commencent à être perturbateurs. Au lieu de nous soutenir dans notre effort, au lieu de nous aider, eh bien finalement, ils finissent par nous détruire parce qu'ils sont là tout simplement en excès. Voilà donc pour ces points-là. Alors, les causes du stress, elles sont tellement nombreuses, je pourrais être là encore ce soir à minuit qu'on ne pourra pas les énumérer. Je vous en énumérerai quelques-unes, hein, les principales. Voilà, je vous les laisse lire. Alors, je n'ai pas trouvé la traduction du bore-out, brown-out et burn-out en français. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ces termes-là, qui sont extrêmement courants dans les pays anglo-saxons, le bore-out, c'est quand les personnes... On sait que le burn-out, ça, on connaît ce terme, c'est un excès de travail, trop de stress dans le milieu professionnel ou une mauvaise gestion du stress en milieu professionnel, c'est ce qu'on risque le burn-out. Le bore-out, c'est tout le contraire, c'est quand vous n'avez pas assez de travail. Alors, vous me direz formidable, on est payé souvent à ne pas travailler. Pour certains d'entre nous, ça ne leur poserait pas du tout de stress, ça serait tout à fait bénéfique. Hein. Je sais que moi, dans ma jeunesse étudiante, je me suis retrouvé avec un travail comme ça où j'avais rien à faire. J'étais très, très heureux. Je lisais toute la journée des romans. C'était, voilà, ça durait 6 mois. Ça ne me gênait pas. Mais j'étais jeune. Mais on peut imaginer que quelqu'un qui travaille des années après des années et à qui il manque du travail, soit parce que son poste n'est plus d'actualité, soit parce que c'est quelqu'un, comme on dit en français, qui a été mis au placard, je crois, quelque chose comme ça. Donc quelqu'un qui a un travail où il ne se passe pas grand-chose, très très peu, où on va lui demander, bah, écoutez, aujourd'hui, vous allez envoyer un mail, et puis cet après-midi, peut-être que vous allez ouvrir ceci, ou vraiment, il n'y a rien à faire. Alors, a priori, on se dit formidable, mais sur la longue, pour beaucoup de profils, pas tous, hein, il y en a qui sont ravis d'avoir ce genre de métier, qui n'en changeront pas pour tout l'heure du monde, mais pour beaucoup de personnes, ça finit parce qu'on va faire un bore-out, et ça peut être une cause, bien évidemment, de stress. Le brown-out, c'est beaucoup plus subtil. Alors, le bore-out et le brown-out, comme le burn-out d'ailleurs, ne sont pas répertoriés en France comme faisant partie du stress professionnel, me semble-t-il. Hein. Le brown-out, c'est complexe. C'est quand vous faites un travail qui n'est pas exactement dans vos compétences ou, par exemple, qui est contraire à vos valeurs. Hein, imaginez que vous avez des valeurs sociales assez importantes et que vous travaillez dans le commerce, on vous fait vendre par exemple des aspirateurs au porte-à-porte. Les aspirateurs sont de mauvais aspirateurs, mais vous les vendez quand même.
Ça peut rentrer en contradiction avec vos valeurs, au niveau de l'honnêteté, au niveau de l'intégrité, hein, et il y a des tas de domaines comme ça, hein, et beaucoup de gens font un burn-out parce qu'année après année, elles ont certaines valeurs ou elles développent certaines valeurs qui ne sont pas en corrélation avec le métier qu'elles font. Hein, on peut imaginer un tas de situations comme ça. Quelqu'un qui ne mange pas de pain, par exemple, bêtement, et qui serait boulanger. Hein. Peut-être qu'à force, ça lui posera un problème. Voilà. Ou un végétarien qui serait boucher. Bref, on peut multiplier les exemples. Hein, ou un militaire qui serait absolument non violent. Voilà, on peut voir tout ça. Et effectivement, ce burn-out, c'est quand il y a un décalage entre ce que vous faites et vos valeurs. Ça peut aussi être entre vos compétences. Si vous avez, par exemple, un bac plus 3, vous avez d'énormes compétences et on vous met apprenti dans, je ne sais pas, dans une boulangerie, hein, excusez-moi s'il y a des boulangers, hein, deux fois que je prends ça comme exemple, on vous met comme apprenti chez un boulanger, vous avez un bac plus 3, je ne sais pas, en sciences sociales, peut-être que là aussi, à force, vous risquez un burn-out parce que vous ne serez pas dans les valeurs qui sont les vôtres au niveau du travail. Hein, donc voilà pour ce qui est de des rythmes de travail inadaptés. Alors le manque d'exercice et d'oxygénation, c'est extrêmement important parce que les antilopes, les zèbres dont on a parlé, ainsi que nos lointains ancêtres, avaient tous un point commun, ils s'oxygénaient, ils couraient, ils marchaient, ils faisaient des travaux de force et ils faisaient de l'exercice. Nous, souvent, nous manquons d'exercice et d'oxygénation. Alors on s'est dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre quelques kilos, c'est pas dramatique. Le problème, c'est que ce sont deux choses qui jouent énormément sur le stress. Le fait de s'oxygéner, le fait de bouger, le fait d'avoir vraiment une activité physique relativement intense, pas juste prendre 3 marches d'escalier à la place de l'ascenseur, c'est quelque chose qui a fait que nos ancêtres ont pu nous porter jusqu'ici. Si nos ancêtres n'avaient pas eu ça, eh bien, certains spécialistes disent tout simplement que nous ne serions pas là. Parce que le manque d'exercice, le manque d'oxygénation, c'est une catastrophe pour la gestion du stress. Bien sûr, les soucis latents, les dettes, les conflits, je ne vais pas résumer tous les conflits possibles. Sur sollicitation mentale, vous vous rappelez de l'image de ce monsieur qui avait une tête où tout tournait. Notre système mental, nos pensées, et ça c'est dans certains spécialistes des neurosciences disent, sont de plus en plus efficaces, sont de plus en plus rapides. Un petit peu comme les ordinateurs. Il y a encore 30 ans, les ordinateurs, ils y allaient doucement. Ils ramaient, hein, je ne sais pas, comme mémoire vive, on avait peut-être 1 giga de mémoire vive pour les, encore, peut-être pour les plus performants. Donc, ça liait lentement les ordinateurs. Ça fonctionnait tranquillement. Maintenant, vous avez des 4 gigas de mémoire vive, 6 gigas, voilà, bref, je ne sais plus mon fils combien il en a. À le voir, je crois qu'il en a moins 16, mais je peux exagérer un petit peu. Mais enfin, bref, c'est de plus en plus rapide. L'homme moderne, c'est un peu la même chose. Nous pensons de plus en plus rapidement, extrêmement efficacement. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une catastrophe. C'est ce qu'on appelle la sursollicitation mentale. On a du mal à mettre de l'ordre dans nos pensées. On passe du coq à l'âne. On arrive à se retrouver avec des tas de domaines différents. On pense à notre ordinateur, la voiture au garage, les vacances à préparer, les enfants à aller chercher à l'école. Tout se mélange. C'est ce qu'on appelle la sursollicitation mentale. Alors, il y a un terme français que j'ai oublié, désolé. Et effectivement, pour beaucoup d'entre nous, La charge mentale. exactement. Merci beaucoup. Et quand cette charge devient beaucoup trop lourde, là, bien évidemment, le stress, le burn-out ne sont pas loin du tout. Et bien sûr, nous sommes tous très inégaux face à ça. Il y a certaines personnes qui arrivent à une charge mentale, psychique très puissante, ça ne leur pose pas de problème. Et d'autres, il y a des pucerons sur le rosier, le chat doit manger et il paraît que ce soir il va pleuvoir et c'est déjà un burn-out. Hein. Donc nous sommes très très inégaux, bien évidemment, face à ce qu'on appelle donc cette sursollicitation mentale. On n'est pas du tout les mêmes, ça dépend de l'âge, bien évidemment. Plus on est jeune, plus on arrive à gérer ça. C'en est même un jeu. Hein. Quand on voit un groupe de jeunes, ils vont très vite, ils passent d'une pensée à l'autre, du coq à l'âne. C'est même un jeu hein, extrêmement mental, très, très amusant. Le problème avec l'âge, c'est que ce jeu-là, il devient de moins en moins amusant. Et bien évidemment, il peut l'amener aussi très rapidement au burn-out et pas obligatoirement au burn-out professionnel. La pollution, l'alimentation, alors là aussi, il y en aurait pour des heures. Hein, ce que certains appellent le stress oxydatif, là aussi, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais disons que la pollution est un facteur majeur aussi dans le stress. Hélas, on ne peut pas détailler ça, sinon je vous dis, je serai encore ici à minuit, à 2 heures du matin. L'alimentation, une alimentation équilibrée est extrêmement importante, justement pour que toutes ces hormones du stress soient bien régulées, qu'elles soient bien à leur place, sans excès ou sans manque. Une alimentation, là évidemment, est quelque chose de primordial pour une bonne gestion
du stress. Alors, souvent, on a l'impression que euh, quand on a une bonne alimentation, c'est bon pour le stress. Certains vont vous dire, moi je fais du jogging, c'est bon, je gère mon stress. Il faut savoir que gérer son stress, c'est de la synergie. C'est de faire de l'exercice, de l'oxygénation, avoir une bonne alimentation, se débrouiller pour bien gérer son travail, bien gérer ses pensées, bien gérer son relationnel. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Ce n'est pas juste une chose, hein. Parfois, les gens me disent, ah, si je devais manger comme ça ou comme ça, est-ce que ça serait mieux pour mon stress? Oui, mais une chose prise seule n'est pas suffisante. Il faut vraiment penser de manière synergétique, oui, je crois que c'est le mot français, synergétique. Hein, on ne peut pas résoudre le stress tel que beaucoup d'entre nous le vivons, juste en disant, ah, tiens, ben, je vais faire samedi, je vais faire un petit peu une demi-heure de jogging, ou le lundi, je ferai un petit peu de jardinage, et puis peut-être le mardi, je mangerai juste un œuf à manger avec des biscottes. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Il faut vraiment que tout soit pris d'emblée. C'est pour ça que les séminaires sur le stress, les gestions du stress, peuvent paraître rébarbatifs parce qu'il faut modifier extrêmement de facteurs au sein de notre existence quand on veut vraiment apprendre à gérer son stress. Il y a aussi, bien évidemment, ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Peut-être détailler ça parce que, bien évidemment, on en entend souvent parler. Alors, ça, on l'a vu. Ce sont les différents stress. On en a parlé. Burnout, stress professionnel, les stress psycho-émotionnels liés plutôt à l'équilibre psychologique de la personne, le stress psychosocial qu'on vit tous peu ou prou, le stress relationnel, parce qu'effectivement, notre manière d'entrer en relation les uns avec les autres est stressant. On a souvent l'impression que quand tout se passe bien, quand on est dans une soirée entre amis ou quand un repas de famille, que c'est sympathique et que tout est reposant, mais nous vivons un stress relationnel permanent. Savoir dire la bonne chose, faire attention à ne pas vexer l'oncle Daniel, faire attention à ne pas faire ci, faire attention à ne pas dire ça. Le stress relationnel dans notre environnement, au travail, avec nos amis, notre famille, est un stress qu'on sous-estime, mais il est extrêmement important. Et les spécialistes qui se pensent là-dessus, bien évidemment, disent que notre manière d'être en relation les uns avec les autres est carrément, entre guillemets, empoisonnante. Quand on parle de pollution relationnelle, c'est bien évidemment, c'est pas gratuit, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est bien évidemment aussi une des raisons pour laquelle la Ligue des Santé fait tout un travail sur le relationnel, sur la manière de communiquer les uns avec les autres, parce que là aussi, c'est un stress qui se passe à notre insu. Moi, je peux tout à fait me dire que, à part avec le tonton machin et la tante Janine et le voisin du dessus et la telle personne, à part ça, mes relations, ça fonctionne assez bien. J'ai quelques amis, je me suis bien amusé dans ma dernière fête de famille. Le stress relationnel, on ne le voit pas. Comme beaucoup d'autres stress, c'est quelque chose qui s'accumule, qu'on accumule au fur et à mesure des années et qui font qu'on développe souvent une espèce de stress chronique. Et quand vient là-dedans un stress majeur, un événement de l'extérieur, parce que par exemple j'ai des pucerons sur mes roses, un exemple un peu extrême, brusquement tout s'effondre. Et on se dit comment ça se fait? Des pucerons sur mes roses et c'est la catastrophe, je suis en dépression. Tout simplement, il y avait un stress latent qui était là, ce qu'on appelle le stress chronique, qui se développait, qui grandissait, sans que je m'en aperçoive. Et bien évidemment, c'est des fois la goutte qui fait déborder le vase, un conflit, une dispute, quelque chose qui ne va pas au travail, et le stress, là, à ce moment-là, devient beaucoup plus important. Alors, le stress, bien évidemment, post-traumatique, attentat, agression, blessure grave, accident, bien évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, ce qu'on appelle les stress post-traumatiques, mettent souvent la vie psychique des personnes en danger. Alors, il y a beaucoup de réviviscence là-dedans. Quand quelqu'un qui a vécu, par exemple, un attentat, bon, ici à Nice, c'est quelque chose qu'on a développé beaucoup sur le stress, bien évidemment. Il y a eu plusieurs attentats à Nice. Donc, pour les personnes qui ont été plus ou moins impliquées, c'est pas du français, ça ne veut pas dire que c'est impliqué dans l'attentat, mais victimes ou amis de victimes, bien évidemment, ils peuvent revivre l'événement, des cauchemars, des flashbacks. Donc, et des fois, c'est des choses absolument minimes qui peuvent tout enclencher. Alors, bien sûr, pour les personnes qui vivent ce stress post-traumatique, on va éviter les personnes, les lieux qui pourraient nous rappeler l'événement traumatique. Là, je vous parle des gros traumatismes, mais les petits traumatismes cumulés année après année peuvent avoir le même effet. Je précise bien ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Ce n'est pas que valable pour les attentats,
pour les décès ou pour les choses, les catastrophes naturelles, c'est aussi valable pour tous les petits incidents dans notre vie qu'on ne règle pas, entre guillemets, auxquels on n'est pas toujours attentif et qui finissent avec l'âge par se cumuler. Alors bien sûr, problèmes cognitifs, troubles du sommeil, voilà. Donc tout ça, bien évidemment, c'est lié au stress post-traumatique, mais c'est valable également pour des multiples séances de stress qu'on aurait vécues et qu'on n'a pas pu régler. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite. Ça, peut-être le stress autoprotecteur. Alors, il y a aussi un stress particulier. Nous commençons à palper le stress souvent à partir d'un certain âge. On commence à être plus prudent. Ce qu'on appelle le stress autoprotecteur, ça veut dire qu'on a quelque part peur du stress. On aurait peur d'un événement qui serait capable de réveiller tous les stress latents que j'ai en moi. Alors, stress d'évitement, je n'ai pas le terme en français, il y a sûrement un terme plus précis, je vais appeler ça stress d'évitement au stress. C'est-à-dire qu'à force de vouloir éviter les situations stressantes, je ne vais pas aller chez l'oncle Ernest parce qu'on va se disputer, je ne vais pas aller à la réunion politique parce que je sais qu'il y aura des opposants, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. À force d'éviter, on arrive dans un stress qui est absolument pernicieux parce que je ne suis plus du tout en contact avec les situations stressantes qui me permettraient de régler peut-être ma difficulté, mais je me protège du stress et je vis dans une espèce de bulle. Un peu comme une autruche ou un zèbre ou une antilope qui, à l'attaque des lions, se mettrait la tête dans le sable en disant « je mets la tête dans le sable, je ne vois pas les lions ». Ça ne serait pas une solution. Et effectivement, cette espèce de stress qu'on rencontre de plus en plus chez des gens qui font tout consciemment ou inconsciemment pour l'éviter, hein, ce qu'on appelle le stress d'évitement, c'est quelque chose de très courant. Et il y a bien évidemment le stress d'envahissement territorial. Là aussi, les termes en français, ils ne me satisfaisent pas. Ça veut dire que, basiquement, pour nos lointains ancêtres, une des choses les plus stressantes, c'était quand leur territoire était attaqué, soit par d'autres tribus, soit par des problèmes climatiques. Hein, on peut penser à une grêle qui fait que toutes les plantes de leur territoire sont détruites, ils ne peuvent plus manger. On peut penser à une inondation, à des incendies de forêt. Bref, pour nos lointains ancêtres qui ont survécu à tous ces stress, le territoire, se faire envahir son territoire, c'était une des choses les plus dramatiques qui soient. C'est pour ça qu'on le défendait et tout. Maintenant, nous n'avons plus de territoire à défendre. Bien sûr, on a notre maison, mais elle est bien répertoriée chez le notaire et tout, il n'y a pas de difficulté. Personne ne rentre dans votre maison comme ça par hasard ou des hordes de personnes ou de loups en disant « oh, bah, je viens ici bivouaquer quelques semaines chez vous ». Ça n'existe plus. Donc le territoire s'est déplacé au niveau de nos idées, de nos croyances, de nos opinions politiques, qu'elles soient idéologiques, qu'elles peuvent être religieuses, philosophiques. On a tout un territoire interne, hein, de conviction, de croyances, d'opinion également. Et quand quelqu'un vient empêtrer, envahir notre territoire, ça peut nous poser de gros problèmes aussi. Il y a tout un stress, donc, quand dans des discussions, il y en a qui le gèrent parfaitement, mais si vous avez une opinion bien arrêtée, si vous êtes par exemple membre, je ne sais pas, du Parti communiste français, hein, vous êtes bien établi là-dedans, ce sont vraiment vos convictions profondes, et vient quelqu'un d'un autre parti qui vous dit « oh non, mais le Parti communiste français, c'est idiot, c'est débordé, ou si ceci, cela », vous pouvez là aussi avoir un certain stress dont vous pouvez être conscient ou pas, qui peut se cumuler, et plus fortes seront vos convictions, bien évidemment, et plus cette sensation d'envahissement et donc de protection va pouvoir être forte et donc, entre guillemets, dangereuse. Voilà, donc peut-être il y a quelque chose qu'on peut voir. Imaginons que nous devons arriver à l'heure à un rendez-vous. Il y a une composante psychologique dans le stress. Si j'ai rendez-vous à 21h, je dois évaluer le temps qui reste, la distance, les possibilités, la manière de me déplacer, les exigences, etc. Les exigences, est-ce qu'il va pleuvoir? Comment je vais y aller? À cheval, en vélo, en taxi? Voilà. Donc, il y a une composante psychologique quand je suis dans une situation stressante. Il y a une composante physiologique, hein, la sécrétion d'adrénaline, déjà. Donc, tout mon organisme va bouger. Je vais respirer différemment. Le sang va se diriger vers le cerveau et les muscles pour pouvoir effectivement avoir une réaction rapide, courir ou autre. Et bien sûr, je vais avoir une augmentation de la glycémie pour que mes muscles aient suffisamment de glucose disponible, de sucre disponible, bien évidemment. Et ensuite, il y a la composante comportementale. Qu'est-ce que je vais adopter dans les minutes qui viennent? Parce que j'ai un rendez-vous urgent, par exemple, dans une heure. Est-ce que je prends d'abord un impair? C'est de pleuvoir, je cours peut-être, ou moi je suis sûr d'y arriver, ou j'appelle un taxi. Donc là aussi, je vais avoir une composante, je vais être obligé de me décider à quelque chose. Et donc, il y a ces trois composants qui
fonctionnent simultanément, bien évidemment, quand je suis dans une situation stressante, gérable. Arriver à l'heure à un rendez-vous, c'est gérable. Il y a aussi des situations stressantes, bien sûr, qui ne sont pas gérables. Et bien évidemment, c'est ce que je disais, ce qui est stressant pour l'un, c'est une rigolade pour l'autre. Si moi je vous dis que j'ai des pucerons sur mes roses, peut-être que là j'ai en face de moi, je vois Georges et Johanna, peut-être qu'ils vont sourire, ils vont dire bah non, pauvre garçon, si c'est son seul souci, c'est vraiment dérisoire. Donc ça veut dire que au niveau du stress, c'est assez subjectif. Bien sûr, il y a des situations stressantes. Vous arrivez dans vous êtes victime d'un attentat, bien évidemment, tout le monde est concerné. Mais là aussi, Pierre s'en sortira d'une façon que dont va se sortir Paul, par exemple. Donc deux personnes victimes du même attentat, dans la même situation, avec le même état de traumatisme, s'en sortiront différemment. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important de voir que l'impact du stress est vraiment conditionné par nos processus psychiques, mentaux, etc. Voilà, donc le même événement n'aura pas le même impact chez l'un ou chez l'autre. Voilà, donc ce ne sont pas toujours les événements qui sont facteurs de stress, mais c'est plutôt la façon dont nous les appréhendons. Bien évidemment, les traumatismes anciens sont toujours là, des petits traumatismes, et dans une situation stressante, ils remontent. Je reprends l'exemple d'une antilope qui, par exemple, est en sécurité dans un parc où il n'y a plus de lions. Il suffit qu'elle voit quelqu'un avec une grande crinière de cheveux, je donne un exemple un peu dérisoire, et automatiquement, cette crinière de cheveux va peut-être rappeler à notre antilope les lions. Même si elle est dans un parc sécurisé ou dans un zoo, hein, il suffit d'un petit quelque chose pour que tout le stress remonte à la surface. Et là, bien sûr, ces deux exemples-là, de ce garçon et de cette petite fille, c'est typique. Bien sûr, ces hormones dont on parle, qui nous mettent dans des états pareils, sont des hormones extrêmement utiles. Elles nous sont indispensables. Voilà, je vous laisse. Ça nous permet de courir pour fuir, par exemple, ou pour faire face. Bref, on peut tout imaginer. Hein. Donc, il est bien évidemment que quand on parle des hormones du stress, quand on parle des difficultés que ça peut donner, c'est quand elles sont en excès et quand, bien évidemment, elles deviennent dangereuses. Hein. Il faut bien essayer de comprendre ça. Tant qu'il n'y a pas de danger, tant qu'il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc j'aurai bien sûr pas le temps de tout passer. Juste une chose, c'est la dernière chose et on terminera là-dessus. Je vous ai parlé de cette espèce de stress latent, de stress chronique. Il faut savoir que le stress fonctionne comme l'effet Larsen. Alors l'effet Larsen, qu'est-ce que c'est que l'effet Larsen? Bon, pour ceux d'entre vous qui sont musiciens, c'est facile à comprendre. Vous chantez dans un micro. Le micro capte le bruit, le son de votre voix. Ce son va sur un amplificateur et cet amplificateur, bien sûr, donne ça dans un haut-parleur. Mais le micro capte à la fois votre voix, mais il va capter aussi le bruit du haut-parleur. Hein, si j'ai un micro, d'ailleurs vous le savez, vous êtes peut-être souvent sur Zoom, quand vous laissez un micro trop fort et que le micro tourne en boucle et que le bruit que vous émettez est repris par le micro de votre ordinateur, on a des petits effets Larsen, des sons extrêmement désagréables. Bon, alors on n'est pas sur une scène avec le groupe ACDC à je ne sais pas combien de watts, bien évidemment de puissance, ça reste relatif, mais bien évidemment pour les musiciens, le gros problème reste l'effet Larsen. Maintenant, c'est assez géré, mais il y a encore quelques dizaines d'années, l'effet Larsen, c'était moi qui étais musicien, j'en sais quelque chose, c'était un énorme problème quand on était sur scène. Surtout quand on jouait du rock, ça venait très très vite. Donc il faut bien comprendre cet effet Larsen, c'est un son qui tourne en boucle. Hein, là, on a l'illustration en détail. Donc vous avez votre micro, vous émettez un son dans le micro qui est repris par le son qui passe par le haut-parleur. Et donc, ça tourne en boucle, ce qu'on appelle tout simplement l'effet Larsen. Et le stress fonctionne exactement de la même façon au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le stress, les petites situations stressantes se cumulent, donnent un même courant, si j'oserais dire, une même rivière. Et c'est ça, bien évidemment, qui est extrêmement dangereux dans le stress, ce qu'on appelle le stress chronique. Hein, j'ai repris un petit peu ce schéma-là qu'on utilise dans les addictions. Hein, ce qu'on appelle l'addiction au stress. Il n'y a pas vraiment d'addiction dans le sens dans lequel, mais on s'habitue très vite à fonctionner parce que le stress nous permet de gérer nos difficultés, en partie. Donc souvent, quand on est face à un problème, qu'est-ce qu'on va utiliser comme ressource?
on va utiliser la ressource qui marche comme d'habitude. Et on peut très bien être prisonnier dans un cycle du stress qui, à la longue, ne résoudra plus aucune difficulté. Donc, le stress, alors qu'il soit exogène ou endogène, peu importe, va devenir chronique. Ça va bien sûr donner un épuisement, aussi une baisse immunitaire. J'en ai pas parlé, j'ai pas le temps, mais bien évidemment, le stress provoque une baisse immunitaire chez énormément de sujets. Ça peut faire un burn-in, ce qu'on appelle un burn-in, ça veut dire que juste avant le burn-out, le stress qui tourne en rond commence à porter préjudice à la personne. Le burn-out est possible, la dépression également. S'il y a une prise de conscience de notre stress, là, on peut s'en sortir, on sort de l'engrenage, il y a un changement possible, il y a une gestion du stress et des émotions qui se fait, et effectivement, à ce moment-là, on a des réponses comportementales adaptées à notre prise de conscience. Si cette prise de conscience ne se fait pas, ou si elle est insuffisante, on repart pour un cycle, et on repart dans la chronicité, et on reste dans un état de stress plus ou moins puissant. Le problème, c'est qu'il s'aggrave avec l'âge. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les conséquences du stress sur les personnes âgées, parce que déjà, les personnes âgées, maintenant, souvent, ont déjà vécu la Deuxième Guerre mondiale. Elles sont passées par des difficultés qui ne sont pas les nôtres. Mais pour beaucoup de spécialistes, l'état de stress dans lequel vit notre société contemporaine risque de nous poser de sacrés problèmes à partir d'un certain âge. Donc voilà, bien sûr, le stress est contagieux. Vous connaissez tous ces petits dessins. Contagieux, bien évidemment, ce n'est pas comme le Covid, mais tout simplement, quand on est une surcharge de stress, l'agressivité peut être très rapide et on la fait passer, bien évidemment, sur les autres, le patron à l'employé sur sa femme sur son fiston et le fiston sur le chat. C'est un des cycles du stress assez courant. Voilà. Donc, ça, nous l'avons déjà vu. Hein, la cause du stress, elle est tellement multiple. Une chose est sûre, à l'aube du troisième millénaire, donc les jeunes qui sont soumis à des facteurs de stress qu'on ne pouvait tout simplement pas imaginer il y a encore quelques décennies. Ne serait-ce que la vitesse, la manière de penser, la manière de faire, le monde informatique, bien évidemment, etc., etc. Donc, je pense que je vais pouvoir arrêter ici. Je ne vais pas non plus faire toutes les manifestations cliniques. Je vais couper le PowerPoint et peut-être s'il y a des questions, à poser, elles seront le bienvenu. D'accord. Si tu penses que tu as dit tout ce que tu voulais dire pour cette première partie. Oui, loin de là, j'ai absolument pas dit tout ce que je voulais dire, parce que il y a Voilà, des mais tu as encore 5 minutes si jamais tu veux Alors, aborder. voilà, il faut quand même dire peut-être une chose, il y a des séminaires sur le stress dans les pays anglo-saxons qui durent facilement une semaine, avec des intervenants très divers. Il y a peut-être une chose, mais bon, je ne suis pas français, donc c'est délicat de le dire. Il s'avérait peut-être que les Français ont un retard sur la notion du stress. Je crois que la France est un des plus gros consommateurs de psychotropes, d'ailleurs. D'antidépresseurs, oui. Antidépresseurs, anxiolytiques, me semble-t-il aussi. Donc, apparemment, le stress en France serait encore géré au niveau des entreprises pour avoir un meilleur rendement. Mais à part le stress vécu en entreprise, c'est très, très peu aussi bien conscientisé, pris en charge. On ne se doute pas que c'est une des premières causes des maladies, problèmes psychologiques. Je pense qu'en France, il y a encore je vous remercie de m'avoir invité, il y a encore une prise de conscience qui doit se faire. On sait que le stress est là, on sait qu'il ne faut pas stresser, on dit souvent c'est stressant, je dois aller chez le dentiste, ceci, cela. Mais je crois que par rapport aux pays anglo-saxons, c'est absolument pas du tout pris, avec l'ampleur que ça devrait être. Ça, c'est quelque chose que je conclus et que beaucoup de personnes étrangères, même français en France, ont conclu. Il y a un énorme retard en France sur ce sujet. Oui, il y a une personne qui dit dans le chat, il y a du stress même depuis l'école pour nos enfants. Tout à fait. Tout à fait. Le stress commence au moment de la naissance, au moment où vous venez au monde, vous êtes coupé du cordon ombilical, vous devez respirer brusquement. La maman, au lieu d'être dans la maman, c'est la maman qui est à l'extérieur ce coup-là. Donc, la naissance, on présuppose que pour un enfant, c'est son premier stress. Oui. C'est le stress majeur. Tant qu'il est dans le liquide amniotique, tant qu'il est dans la matrice maternelle, il est bien, on suppose ça, il est à peu près bien. Mais là, dès au moment de l'accouchement, le stress
commence, avec bien sûr, heureusement, les compensations, etc. Et tout peut très bien se passer. Mais le stress commence à ce moment-là et il n'arrêtera pas. Oui, et puis on ne parle pas de la situation qu'on vit depuis plus d'un an aussi, hein, la crise sanitaire qui stresse énormément, Alors qui a là aussi, aggravé aussi oui, les. oui. Voilà, Sauf en France, dirait-on, parce qu'on a l'impression qu'en France, c'est comme les nuages radioactifs, il y a une espèce de protection ici, c'est que le Covid, apparemment, les mesures au niveau du stress et de la psychologie ont peut-être été mal mesurées au niveau en France. C'est assez curieux de voir que les mesures prises qui sont extrêmement stressantes et qu'il n'y ait pas de groupe qui se soit mis en place, des groupes de partage au niveau des quartiers, au niveau des médecins et tout. Je suis mmh. extrêmement étonné de ça. Chacun se débrouille comme il peut, hein, va voir un psy ou autre, mais rien n'est pris en rien, pas de groupe de quartier. On dirait là aussi que c'est le Covid, on est focalisé sur ce virus, mais les conséquences au niveau des enfants, des personnes âgées, des adultes, au niveau du stress, à mon avis, c'est un avis subjectif, ont été extrêmement peu considérés. Ouais, ouais. Alors il y a eu des cellules d'écoute, voilà, des mises en place de suivi gratuit, mais voilà. Alors, quand je suis rentré en France, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait. Et on m'a dit, bah, il y a ça, il faut aller là, là, là et tout. Aux Mmh Pays-Bas, mh. vous sortez dans la rue, dans votre quartier, vous avez toutes Ouais, les cellules d'écoute, vous avez tout de suite des groupes de parole, des groupes de partage, tous âges, avec des âges, d'accord. Ah oui. etc. Et ici, quand je suis rentré en France, il y a peu de temps, rien vu. Enfin, si, quelques Mmh. vraiment pour les gens qui sont extrêmement stressés, parce que le problème, c'est que nous, on s'intéresse au stress quand on est déjà dans le burn-out. Mmh. La Mmh. difficulté dans beaucoup de pays, c'est qu'on perçoit le stress quand il est entre guillemets trop tard, quand on est déjà soit dans la dépression, soit dans le burn-out, soit dans des difficultés énormes. Le problème, c'est que le stress, c'est avant qu'on doit Mmh. gérer essentiellement. Oui, peut-être avant de prendre quelques questions, ce serait intéressant oui, que tu nous parles un peu de justement, comment, aux Pays-Bas ou en tout cas les pays, voilà, quand tu dis que la France est un peu en retard, comment c'est géré justement, qu'est-ce qui est proposé par rapport à ce stress? Alors, c'est apprendre. Alors, le stress n'est absolument pas mauvais en soi. Il est, Mmh je mh. l'ai expliqué, j'espère avoir été assez clair, il est indispensable à la vie. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait fonctionner. Le problème, c'est qu'il faut savoir le gérer. Un enfant, très vite, apprend à gérer sa vie. Il apprend à cirer ses chaussures, il apprend à prendre ses devoirs, à se coiffer, à se raser quand il vient pour les garçons, à s'habiller, à faire ceci. Tout ça, nous apprenons. Nous apprenons à gérer, entre guillemets, notre vie. Mais le moteur de tout ça, le stress, non. Et les pays, enfin, les pays anglo-saxons, hein, beaucoup de pays commencent à travailler avec les enfants. Ça commence à faire partie dans certaines écoles, comme on apprend une langue ou les mathématiques, ou on Mmh. apprend l'histoire, à travailler comment gérer son stress, son relationnel et sa vie avec les autres, tout simplement. C'est tout à fait géré, tout à fait ensemble, hein, gérer ses émotions, gérer son Oui. stress. Et donc beaucoup d'écoles, hein, pas toutes, commencent, hein, on peut penser au Danemark, on peut penser à la Suède, commencent à travailler dès le plus jeune âge là-dessus. Et pour les personnes un peu plus âgées qui sont déjà noyés dans leur stress, on commence très vite aussi, hein, les étudiants se retrouvent là-dessus, ce sont des thèmes développés, il y a des groupes de parole là-dessus. Très vite, on travaille sur comment gérer ensemble, parce que nous sommes dans une même société, comment gérer ensemble le stress, nos différences sociales, politiques, ethniques, etc. Comment gérer toutes ces formes de stress que ça peut générer, bien évidemment. Donc ça va venir en France aussi, bien évidemment. Donc beaucoup de pays, le Canada par exemple est un modèle Mmh. aussi de gestion du stress. Si vous, d'ailleurs, quand vous voyez des choses intéressantes sur la toile sur le stress, vous regardez bien, c'est en français, ça vient généralement du Canada. Oui, ils sont beaucoup en avance, Oui, par rapport. pas pour les francophones, ils sont énormément, Ouais. avec l'influence, je suppose, des États-Unis, Mmh. l'influence aussi de la France, de la Suisse, hein, des pays francophones. Ils ont énormément développé énormément de choses extrêmement intéressantes, et notamment sur le stress. Donc le Canada, dans les pays francophones, reste un, un modèle. Il y a une personne qui témoigne dans le chat qui dit, «Mon mari a eu un infarctus du stress dû à son travail et moi un cancer. Beaucoup de stress post-traumatique. Il ne faut pas hésiter à se faire aider pour sortir de ce mal-être». Tout est dit, Mmh. tout est dit, effectivement. Là aussi, Oui.
Le stress, mal géré, c'est un facteur mortifère, c'est terrible. C'est comme un couteau de cuisine. Quand vous utilisez bien un couteau de cuisine, c'est formidable, vous pouvez tout faire avec, vous pouvez faire à manger pour toute la famille, c'est bien. Un couteau qui est mal géré, qui est mal posé, qui est mis n'importe comment, je prends un exemple un petit peu extrême, est extrêmement dangereux. Le stress peut devenir mortellement dangereux. Mm.